sur notre futur. Je voudrais préciser que cette conférence, vous m'entendez bien? Que cette conférence fait suite à une autre conférence que le CEPAS m'avait donné l'opportunité de présenter il y a quelques mois et qui portait sur la résistance, l'histoire de la résistance du Congo. Et dans cette conférence, j'avais expliqué que le Congo, notre pays, depuis sa composition à la fin du XIXe siècle, depuis l'État indépendant du Congo jusqu'à ce jour, ce pays en réalité est toujours en proie à un grand danger. Le danger de sa balkanisation, pour reprendre le terme courant. On a vu ce phénomène lors de l'État indépendant du Congo, on l'a vu lors du Congo belge et on l'a vu également au cours de la guerre froide. Depuis la fin de la guerre froide, c'est-à-dire depuis pratiquement la fin des années 80, 90, ce danger s'est accru pour des raisons bien simples, c'est que la conjoncture internationale a changé. Les guerres idéologiques qui ont été à la base de la grande période de la guerre froide n'existant plus, nous sommes à une autre époque où ce sont surtout les entreprises, les multinationales, qui commandent les États. Et de ce fait, le monde est dirigé essentiellement à partir des éléments économiques, des besoins d'accès aux matières premières. Et il se trouve que depuis le début du XIXe siècle jusqu'à maintenant, c'est ça le grand danger de l'éclatement du pays. Et j'avais terminé en disant que ce que nous avons à faire, ce n'est pas simplement de dénoncer, de nous révolter, de crier à l'injustice, mais nous devons surtout nous organiser. Il y a un président de notre région qui, dans une conférence panafricaine à Dakar, avait fait une déclaration tout à fait significative. Il disait que pour nous en Afrique, le grand problème, c'est le trou noir. C'est le trou noir qui est au centre. Et le trou noir, d'après lui, c'est le Congo, qui empêche d'abord qu'il y ait des liens entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, et qui détient prisonniers des richesses énormes dont le continent a besoin pour se développer. Et que si on voudrait en finir, il faut surtout résoudre ce problème du trou noir. Et il faut en finir avec cette situation du trou noir. Le trou noir, en fait, c'est pourquoi? C'est parce que on donne l'impression d'avoir un espace
au milieu de l'Afrique qui n'est pas géré, n'est pas correctement géré. C'est un espace vide. C'est un espace qui s'offre à beaucoup de choses. C'est pour ça que je m'étais dit que l'effort que nous avons à faire, en plus de toutes les protestations, c'est de nous regarder nous-mêmes et de faire en sorte que notre pays puisse mieux se gérer. C'est pour ça que vous arrivez à voir, à lire, c'est pour ça que j'ai mis la démarche de ce jour, c'est un plaidoyer. Je ne suis pas juriste. C'est un plaidoyer d'un intellectuel congolais, d'un historien, sur cette question de fond. Un plaidoyer de bonne volonté, résultant d'un double constat. Il me semble que quand je bouge, le micro. Voilà. D'un double constat. D'un côté, une politisation à outrance de la vie nationale, consommant la majeure partie du revenu national et des énergies humaines disponibles. Tout est politique. Il y a une sorte de surenchère politique qui font que toute la vie nationale est basée là-dessus. Nous sommes dans la situation, si j'ai bien lu, 900 partis politiques au présent. Et lorsqu'on parle de l'investissement politique, ce n'est pas seulement ce que l'État dépense, mais aussi ce que l'État dépense par les états-majors politiques, parce qu'aucun état-major politique ne tire son revenu d'une entreprise familiale quelconque. C'est de l'argent toujours qui provient de l'État, que ce soit sous forme des dotations, de pots de vin ou des salaires, mais c'est toujours ça. Donc, tout est politique, toutes les nominations, tout ce qu'on peut faire, nous sommes dans cette question, au point parfois d'oublier les questions fondamentales. Et une deuxième chose, abandon de plus en plus manifeste de l'intérêt commun. Dans la situation actuelle, chacun pense d'abord à l'intérêt de sa province, de sa région, voire de l'intérêt de sa famille. Et donc, quand bien même on aurait une responsabilité, la première préoccupation est d'abord d'essayer de résoudre ses propres problèmes. Il faut utiliser les services de l'État, etc., d'abord et avant tout pour résoudre les problèmes privés. L'intérêt commun est très peu évoqué. Et nous arrivons même à la situation des replis. On parle des replis identitaires, provinciaux, mais il faut aussi parler des replis simplement familiaux. Donc l'intérêt commun disparaît de plus en plus de nos préoccupations. Naturellement, ceci a comme conséquence la banalisation de la violence. La violence est maintenant considérée comme généralisée dans le pays. Je n'ai pas besoin de commenter plus longtemps cette situation. Nous le déplorons tous. On nous a parlé récemment dans la situation de notre ville, n'est-ce pas, de ce qui se passe pour des enfants. Bon, voilà une situation dramatique.
mais qui ne retient pas spécialement notre attention. C'est un problème privé. Des gens qui ont perdu un enfant, qui a été séquestré quelque part, ça n'intéresse pratiquement personne. Donc nous sommes dans une... Le fait que le peuple vive une quête effrénée de l'État, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai appelé un territoire, n'est-ce pas, qui recherche l'État. Je crois que nous sommes un des seuls peuples qui revendique, qui a faim et soif de l'État. N'est-ce pas? Et on le sent. Ah, il y a l'érosion chez nous. L'État est où? Il y a eu l'incendie de telle maison. Ah, si l'État pouvait être là. Donc, il y a vraiment le besoin que l'État se manifeste. Ça, j'ai dit, du territoire en quête d'État. Une population en quête d'État. Et cette population a besoin que l'État existe. Tout le monde se plaint du déficit de l'État. Bon, mais c'est pas de la mauvaise foi, c'est de la faute de personne, d'une certaine façon. C'est probablement qu'il y a des causes structurelles. Il faudrait penser à se réorganiser pour que l'État soit plus présent dans notre quotidien. Et puis aussi, c'est fréquent, on entend un appel général au changement. Non, il faut que... Non, on ne peut pas continuer comme ça. Non, ça doit changer. Nous cherchons autre chose. Nous voulons autre chose. On parle, il faut un nouveau Congo. Il faut autre chose. Il faut un nouveau narratif. Il faut un nouveau narratif. Il faut un nouveau paradigme. Il faut la révolution. Mais la révolution ne signifie pas forcément casser des voitures et tout ça. La révolution, elle peut être une révolution à la Copernic, révolution copernicienne, c'est-à-dire au niveau de la pensée, voir autrement les choses et proposer autre chose. Vous me suivez bien? Par ailleurs, il existe autre chose. J'aurais pu dire, c'est la troisième partie du constat. C'est que, croyez-le bien, il existe des questions urgentes qui ne peuvent se résoudre en urgence. Et il existe des questions urgentes qui ne peuvent se résoudre en urgence. Si vous avez des maux de tête, tout le temps, vous prenez le calmant, mais c'est une solution. Mais cette solution ne résout pas cette question urgente de votre maux de tête parce qu'il y a quelque chose de plus fondamental. C'est-à-dire, les maux de tête, c'est le signal de quelque chose qui ne va pas dans votre corps. Et donc, il faut prendre conscience de cette dimension. C'est ce que j'ai évoqué, notamment ce fameux danger permanent de balkanisation ou d'implosion. On ne peut pas le résoudre en disant oui, non, on s'est entendu, maintenant c'est terminé. Ou bien on a fait une belle chanson sur l'hymne à l'unité. Ça suffit. Non. Il y a quelque chose de fondamental qui fait qu'il faut descendre dans le fond des choses. Pourquoi est-ce que les Congolais n'arrivent pas à appliquer réellement ce qu'ils disent verbalement, c'est-à-dire de constituer un peuple uni? Quel est le problème? Il faut aller. Une autre question urgente, c'est la guerre économique que nous vivons à l'Est.
Nous devons faire des efforts, par exemple, pour en finir avec le M23. Bien sûr, c'est normal. Mais il y a une question plus fondamentale, c'est que ça ne va pas résoudre le problème de la guerre économique qui existe à l'Est. Il faut trouver, n'est-ce pas, des fondements, des éléments plus fondamentaux pour résoudre ça. On se plaint depuis Mobutu de ce qu'on appelle le mal congolais, le mal zaïrois, au point que nous sommes habitués à imaginer que nous sommes un peuple spécial. Chacun estime que non, les Congolais ne comprennent rien. Autrement dit, sauf lui qui le dit. Mais voilà. Donc, on croirait d'une certaine façon que nous aurions le monopole de la bêtise, nous, peuple congolais. Ce qui est absolument faux. Nous sommes un peuple ingénieux, un peuple créatif. Nous sommes un beau peuple. Mais nous vivons dans une situation où nous croyons que nous ne valons rien. Et pourquoi est-ce que nous pensons que nous ne valons rien? Mais il y a des causes dans ça. Il faut arriver à résoudre ça. On dit il faut créer un État fort, il faut absolument un État fort. C'est un beau slogan, mais comment le faire? Donc voilà pourquoi je dis qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se résoudre comme ça en urgence. Donc tout ceci, ce sont des préalables, des éléments préalables que je voulais évoquer. Je me suis permis de vous proposer ces deux réflexions des personnes qui travaillent, qui ont travaillé sur le Congo. Lisez la réflexion du professeur Elika Moko. Pour aller de l'avant, ce n'est pas la décision ni la détermination qui manque aux Congolais, mais la perspective adéquate de l'itinéraire parcouru, du lieu où on se trouve sur cette longue route, des bifurcations immédiatement ou potentiellement réalisables. Autrement dit, il faut savoir situer d'abord où nous sommes. Et pour nous situer où nous sommes, il faut connaître d'abord quelle est notre trajectoire. Dans la mesure où nous avons fonctionné pendant 60 ans, où chaque régime politique commence par décréter le discrédit du régime précédent. Le régime démarre sur le discrédit du régime précédent. Donc, d'une certaine manière, il n'y a aucune mémoire assumée par l'ensemble du peuple. Et puis, ça continue. La conférence nationale nous a appris que Mobutu n'a rien fait de bon. Et Laurent Désiré Kabila nous a dit que la conférence nationale ne valait rien. Nous avons ainsi continué. Donc, dans ces multiples discrédits, cette succession de tables rases, il est difficile, on le comprend bien pour des contemporains non avertis, de savoir finalement qu'est-ce qu'on peut retenir de bon de notre évolution en 60 ans. Comme il arrive que des étudiants posent la question, professeur, tout ce que vous avez dit, on l'a entendu, mais dites-nous, qu'est-ce qui était bien dans tout ça? Tout était mauvais. Alors on ne sait plus quoi faire. Donc ça c'est un problème. Deuxième réflexion.
c'est celle du père Léon de Saint-Moulin, que vous avez très bien connu. Il écrit ceci: la démocratie qu'on attendait est une réorganisation du pays en fonction des intérêts et de la promotion de la population congolaise, et non une démocratisation à l'occidental, garantissant surtout à ceux qui investissent sécurité et liberté. Donc on ne peut pas dire on est content de la démocratie. Pourquoi? Ben parce qu'on a fait de bonnes élections. Disons, au niveau de la façade, tout est là. Sur le plan international, on ne peut rien n'est-ce pas, porter objection. Tout est là. Mais on ne se préoccupe pas de qu'est-ce que ça apporte. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça apporte? Donc, la démocratie, il faut penser à ce que ça soit un outil pour aller vers un mieux-être. Et il faut se préoccuper de ça. Il ne suffit pas de dire oui, mais voilà, nous sommes démocrates, c'est très bien, nous sommes très heureux de ça, mais oui, mais encore faut-il savoir, est-ce que ça apporte quelque chose de bien dans la forme voulue? Il ne faut pas simplement apprendre qu'on est heureux à la télévision. Encore faut-il le ressentir réellement. Alors, concrètement, puisque la détermination est là, j'ai dit que le premier principe, c'est sortir définitivement de la logique de la sous-traitance. Il faut tout sous-traiter. Nous avons des problèmes politiques. Bon oui, mais qu'est-ce que l'étranger peut nous apporter? Qui peut venir nous organiser ça? Qui peut venir nous réunir pour qu'on puisse s'entendre? Tout le temps, la sous-traitance. Sous-traitance économique. Ah oui, mais il y a les institutions de Bretton Woods qui nous ont dit que c'est bien. Voilà ce que nous devons faire. Sous-traitance militaire. Oui, mais voilà. Nous avons un problème militaire, mais il faut voir qui peut venir nous aider. Est-ce que ça sera cette fois-ci les Marocains, les Angolais, les Zimbabwéens ou le Soudan du Sud? Le Soudan du Sud qui vient d'être indépendant sous nos yeux. Je tiens à rappeler que dans notre région, la RDC, c'est le pays le plus vieux par son indépendance. Tous les pays qui nous entourent sont devenus indépendants après nous, y compris le Kenya, y compris la Tanzanie un peu plus loin. Les plus vieux, c'est nous. Ce n'est pas l'Angola, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas le Zimbabwe, et ce n'est pas la Zambie. Nous, c'est vraiment les plus vieux. Mais nous donnons malheureusement l'impression un peu comme des adolescents dans le domaine de l'indépendance. Ce sont les autres qui peuvent venir nous aider à régler nos problèmes. Donc il faut sortir de cette logique de la sous-traitance. Sous-traitance, bien sûr, même constitutionnelle. Il a fallu faire une constitution, oui, mais on va faire quoi? On va peut-être demander aux spécialistes à Liège de voir ce qu'il faut faire, ou en Afrique du Sud, etc. Donc voilà le genre de choses. Et je dis, il faut se décider à affronter des réformes audacieuses. Lorsque vous proposez quelque chose de fondamental, la plupart d'entre nous préfèrent le statu quo. Préfèrent le statu quo. Non, surtout ne bougez pas. Laissez les choses comme telles. Mais si vous voulez qu'on avance, il faut des réformes audacieuses. Alors,
deuxième partie, je dis concrètement, pour ce qui va suivre. Je dis ceci, puisque la marche du pays a été entamée, il faut, en tant qu'élite, maîtriser au moins deux choses correctement. D'abord, l'essentiel des acquis de l'aménagement du territoire et l'essentiel de notre histoire constitutionnelle. Voilà. Pour expliquer ça, j'ai besoin d'aller sur la carte. Voilà cette carte. Cette carte que vous voyez, c'est une des premières cartes du pays. Vous avez en jaune des régions que nous avons gagnées et ah oui, on n'a pas mis en blanc ce que nous avons perdu. Oui, on voit quand même là le Kuruniak, ce que nous avons perdu. Donc ça, tel que cela s'est fait. Donc il y a des parties gagnées et des parties perdues. Mais ce qui m'intéresse sur cette carte, c'est vous dire que le premier aménagement de notre région Afrique du Centre, l'Afrique centrale, c'est simplement l'aménagement géographique. L'aménagement géographique. C'est-à-dire que, il faut que je me retrouve dans ce qu'on m'a expliqué ici. Là. Bon, voilà. Ce qui veut dire que, ça va? Voilà. Notre géographie du Congo est bien simple. Nous avons le sud. C'est la zone, c'est la savane du sud. Le nord, là, c'est la savane. Et au milieu, ici, la forêt. Voilà donc le premier aménagement. C'est que dans le sud ici, les relations, la façon de s'organiser a toujours existé. La preuve est que jusqu'aujourd'hui, si vous allez à la cour de Moitiab, ici là, de Kiamfu, dans le Kwango, vous devez savoir qu'il dépend du Moitiab qui se trouve là, au Katanga, à la Musumba. Donc, il y a des relations qui existent dans la région ici. Mais il y en a aussi là-bas. L'escale, le Wakal, le Bandi, les Bazande, les Mangoué, tout ça, c'est des populations plus ou moins similaires. Et ici au milieu, bien sûr, du lac jusqu'au Maniema, également une très grande facilité de compréhension. Ça, c'est, je dirais, le premier aménagement dont il faut tenir compte. Le second aménagement, qui date du 19e siècle et qui est un aménagement, cette fois-ci vertical, c'est qu'avec le développement de la traite négrière, cette région-ci est arrimée sur l'Atlantique. Et cette région-là est arrimée sur l'océan Indien. Là, c'est arrimé sur l'océan Indien par Khartoum, etc. Vous voyez donc, nous avons la chance d'avoir dans notre diversité, je dirais, le télescopage entre ce genre de relations parallèles et la relation verticale. D'ailleurs, nous disons les Baswahili. Oui, mais
C'est parce que justement, nous faisons allusion à la division qui est venue par la traite régulière et qui font que toute cette partie va là-bas. Mais si vous vous rappelez, au temps de Mobutu, on parlait du nord et du sud. Vous êtes du nord, vous êtes de Jérusalem, n'est-ce pas? Vous bandez contre les gens du sud. Les gens du sud, qu'on soit du Congo central, de Bandundu, du Kassai, vous êtes des gens du sud, des privilégiés. Donc voilà, nous sommes dans cette situation. Cette situation qui fait que quand vous étudiez le début de notre histoire administrative, vous savez par vos enseignements et tout le reste que notre histoire administrative commence en 1888 et c'était d'abord un découpage du pays en districts. Mais entre 1910 et 1918, se sont créées des provinces, c'est-à-dire des regroupements de ces districts en provinces. Vous me suivez? Bon. Et le pouvoir colonial a découpé le pays en... Oh là là! A découpé le pays en... Voilà. Pardon. A découpé le pays exactement en 4 provinces, correspondant à ce que je vous ai dit. Il n'y avait que 4 provinces, correspondant justement à l'intersection que j'ai évoquée. Il y avait la province, comme vous voyez, les appellations ont été adaptées. En 1933, l'Équateur, ça s'appelle la province de Coquilhatville, le nom de Mbandaka. La province orientale était la province de Stanleyville, la province de Constermansville, l'ancien nom de Bukavu, la province d'Elisabethville, etc. C'était 4. Mais il y a une nuance. C'est que le Katanga incluait à l'époque le Cabinda actuel. Et la province de l'Équateur, la carte. Ah non, je ne suis plus dans la bonne carte. Je ne suis pas sur la bonne carte. Voilà, c'est ça. Je disais que le Katanga incluait le Kabila et l'Équateur incluait le lac Maindo. Donc, il y avait 4 provinces. 4 provinces. Voilà le point de départ, les 4 provinces. Alors, lorsqu'on va arriver en 1933, on va estimer que la province que la province dite du Congo-Kassai qui allait de l'Atlantique jusqu'au Katanga, la frontière avec le Katanga, cette province-là est trop grande. On va la subdiviser en 2. Il y aura d'un côté la province de Léopoldville et la province du Kassai. De même qu'on va dire la province que nous appelons aujourd'hui orientale est trop grande. On va la découper en 2 et il va y avoir une province du Kivu distincte de la province orientale. Donc c'est ainsi donc qu'à partir de 1933, nous avons 6 provinces. Mais vous voyez comment est-ce qu'on est parti de là. Et cette situation sont des situations dont il faut tenir compte lorsqu'on veut organiser vraiment les choses. Voilà la carte d'aujourd'hui avec nos différentes régions.
Pour ce qui concerne l'histoire constitutionnelle, très brièvement, c'est un rappel. Comme vous le savez, le Congo a été régi d'abord par l'acte de Berlin, bien sûr en 1885, et ensuite nous avons été régis par la loi du 18 octobre 1908, qu'on a appelée la charte coloniale, de 1908 à 1960. Et puis après, nous avons connu ceci. Vous avez la loi fondamentale aux structures du Congo, instrument juridique par lequel nous sommes devenus indépendants. Nous avons eu la constitution de Luabourg, vous savez très bien, et puis nous avons eu la constitution du 24 juin 1967 de Mobutu. Et puis nous sommes passés par ce que Wundao appelle des constitutions intérimaires, c'est-à-dire des constitutions qui ont été faites mais qui n'ont pas été promulguées ou qui ne sont pas passées par le référendum. Il y en a eu toute une série. Mais j'ai mis en italique le fait qu'en octobre 1996, parce que je vais revenir là-dessus, la conférence nationale avait adopté la Constitution de la République fédérale du Congo. La Constitution qui a été toilettée. Plus tard, l'adoption c'est en 92, mais en 96, sur l'exigence du président Mobutu, on a dû revoir ça pour changer le mot Congo en Zaïre, pour dire Constitution de la République fédérale du Zaïre. À partir de là, la Constitution était prête. Il ne restait plus qu'à aller au référendum et l'organisation des élections. On a même constitué la Commission nationale électorale, présidée d'ailleurs par le professeur Bayona, pour ceux qui se rappellent, avec comme vice-président le professeur Nzongola. Et je pense qu'il y a même dans la salle un membre de cette commission, le professeur Yoka, qui est là, qui était membre de cette commission. Donc, cette constitution, bon, on n'a pas pu avoir lieu parce qu'après, nous avons vécu le recyclage de la guerre du Rwanda sur le Congo et nous sommes passés à un autre événement de notre histoire, ce qui va donc nous amener à tout ce que vous savez, jusqu'au décret loi constitutionnelle du 27 mai 1997 et puis de la constitution du 18 février 2006. Voilà donc la BCD de cette chose. Alors, s'il nous était permis de réfléchir sur une nouvelle constitution, j'ai pensé que c'était tout à fait normal qu'on puisse procéder par la relecture de la Constitution de la Conférence nationale souveraine. D'abord, parce que c'est une Constitution qui a été adoptée par 3000 délégués provenus de toutes les régions du Congo, des hommes politiques, des scientifiques, de la société civile. Donc il y a une certaine légitimité à partir de ce matériau pour faire autre chose. J'ai signalé également que c'est une constitution qui a été rédigée par les meilleurs spécialistes de l'époque. Je voudrais citer notamment le président Marcel Liao, qui a présidé la commission constitutionnelle, le président Guy Léo, qui était déjà président de la commission constitutionnelle de Luabourg, qui a travaillé là-dedans, nombre de grands spécialistes de l'époque, n'est-ce pas, ont fait partie de cette constitution, de ce travail. Une personnalité comme Frédéric Ibassa Maliba présidait la commission politique dont les éléments ont été versés dans
ce travail qui a été fait. Donc je dis, voilà, si on veut réfléchir sur ça, il y a des matériaux disponibles. Le fameux document de la Conférence nationale souveraine adopté, j'ai vécu une petite aventure à propos de ce texte parce que, à l'époque, moi-même, je suis directeur général de la Bibliothèque nationale. J'ai pris l'initiative de faire traduire le texte dans les 4 langues nationales pour faciliter la compréhension des choses. La traduction a été faite par le CELTA. Le CELTA, le Centre de linguistique théorique et appliquée, est relu par des personnalités. Le texte de Chiluba, par exemple, a été relu par monsieur... comment il s'appelle notre grand auteur de la remise en question. Voilà, Mabika Kalanda a été relu par Mabika Kalanda. Le Swahili par le professeur Kassoro. Le Kikongo par le professeur Bayona, etc. Donc, j'ai pris l'initiative de faire cela. Malheureusement, ça a mal tourné parce que le document a été saisi, considéré comme un tract. Mon fonctionnaire, mon agent qui s'occupait de ça a été en tôle pendant 3 mois à cause de ce travail, mais heureusement, tout a été saisi et brûlé, mais j'ai pu garder une copie. J'ai pu garder une copie. Et devenu fonctionnaire à la francophonie, j'avais la latitude de faire publier cela. C'est ce que je vous montre ici. Peut-être que vous n'avez pas fait attention à ça, ça se trouve dans les bibliothèques, ici, dans nos différentes bibliothèques. Vous avez ici au milieu la version de la CNS qui est écrite, vous n'arrivez pas à bien le lire, mais en tête, c'est écrit République fédérale du Congo, Constitution, et en bas, Palais du peuple et la date. Donc, le document existe et je l'ai fait publier en 2002. En 2002. C'est sur la date. Permettez-moi. Et vous savez aussi que j'ai un peu réfléchi sur ces questions d'adaptation, de réorganisation du pays dans un petit ouvrage que j'ai publié en 2017 au Saint-Paul et puis finalement à Paris en 2018, intitulé « La saison sèche et pluvieuse ». L'audace, voilà. Je me trompe sur le titre, voilà, le sous-titre, voilà. L'audace de dresser le front pour un autre Congo. Vous avez ici à gauche la version de Saint-Paul et vous avez à droite la version de l'Harmattan. C'est des ouvrages qui existent. Ça date ici de 2016 et là de 2017. Et il y a un chapitre intitulé « Revisiter l'architecture institutionnelle du Congo ». C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, que la réflexion de ce jour n'est pas une improvisation. C'est le fruit d'une réflexion que j'ai portée depuis plusieurs années, me disant que voilà, vraiment il faudrait que nous arrivions à quelque chose de mieux organisé, une meilleure organisation de notre pays.
Alors, c'est pour ça que nous arrivons à cette deuxième partie de mon exposé, la présentation du nouveau projet de constitution de la République démocratique du Congo. J'aurais pu dire avant-projet. Ce n'est qu'une idée, des documents de base sur lesquels on peut continuer à réfléchir. La première des choses, comme vous constatez, c'est que j'appelle ça de la République démocratique du Congo. Parce que j'estime qu'il n'y a pas de raison de changer le nom du pays. Quand bien même on avait pensé à une structure de type fédéral, mais le pays peut et doit continuer à s'appeler République démocratique du Congo. Je ferai juste une petite digression ici sur le qualificatif de démocratique. Parce que je constate qu'il y a quelquefois de confusion là-dessus. Le pays, à l'indépendance, comme vous le savez, il y avait deux Congos. Il y avait le Congo belge, c'est nous, et en face, le Congo français qu'on appelait le moyen Congo. Donc, le Congo et le moyen Congo. À l'indépendance, eux, ils ont pris d'avance le nom Congo. Donc, ils ont enlevé moyen. Ils sont devenus Congo. Et nous aussi Congo. Alors, à ce moment-là, on a fait la distinction par les villes. Congo-Brazzaville, Congo-Léopoldville, Congo-Léo. En 1963, Alphonse Massama Deba, en face ayant renversé l'abbé Youlou, le premier président, décide d'appeler le pays République populaire du Congo. Donc une appellation de type idéologique. Alors vous comprenez que le Congo-Kinshasa, dont le premier ministre à l'époque, c'est Moïse Tshombe, voudrait aussi marquer notre ancrage idéologique. Nous ne sommes pas... Nous aussi, nous sommes un pays socialiste. Voilà pourquoi il va dire que nous sommes la République démocratique du Congo. Donc, l'accent sur la démocratique, ce n'était pas une prétention à dire que nous sommes plus démocrates que les autres, non. C'est que, dans le cadre de la démocratie populaire, comme vous le savez, dans les pays socialistes, marxistes, il y a des pays populaires comme la Chine populaire, mais il y avait des pays démocratiques, comme l'Allemagne de l'Est, ça s'appelait la République démocratique d'Allemagne, la République démocratique du Vietnam, n'est-ce pas, avec Ho Chi Minh. Donc c'était un ancrage dans ce conflit des deux États, d'une certaine façon. Et donc nous sommes restés République démocratique du Congo de cette époque-là jusqu'en 1971 avant de devenir Zaïre, et puis ça a été repris. Je dis ça parce que, évidemment, la situation particulière, c'est que avec la conférence nationale, le Congo-Brazza a enlevé le populaire. Ils sont devenus le Congo. Point. Et nous sommes obligés, nous, pour nous distinguer, de continuer à dire que nous sommes République démocratique du Congo. Ce qui donne l'impression d'ailleurs qu'il y a le vrai Congo, c'est eux, nous sommes le Congo qui prétend ceci. Donc, c'est un peu dommage. Donc, les choses se sont mal gérées. En ce qui concerne notre pays, on ne peut pas parler comme pour d'autres pays où l'on dit l'Angola, le Gabon, le Soudan. Il faut toujours dire, précéder ça de l'incise République démocratique, sinon on ne vous comprend pas. Et je dois dire d'ailleurs, pour terminer ma digression, que tous les pays qui avaient des appellations similaires ont développé une dynamique de regroupement. L'Allemagne s'est regroupée,
le Vietnam s'est regroupé, la Corée, il y a des discussions, mais en ce qui concerne les deux Congos, ça n'a jamais fait l'objet d'une demande quelconque, à part les culturels qui évoquent le fait que nous soyons le même peuple. Mais je ferme la parenthèse. Mais donc, la République démocratique du Congo, il y a deux parties, comme on vous l'a dit à l'introduction, la Constitution et la loi fondamentale. Alors, quelles sont les innovations? Première innovation importante, c'est que c'est le régime de type fédéral. Administrer l'ensemble du territoire national de manière effective, rigoureuse et rationnelle. Pourquoi? Parce que l'unitarisme a atteint ses limites. Il y a la nécessité de la mise en œuvre effective d'un Congo uni, largement décentralisé. Nous disons régime de type fédéral, pas fédération, parce qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait une fédération, parce que même dans cette constitution de la CNS, les entités n'étaient pas des États, c'était des provinces. Et d'ailleurs, dans la loi, dans la constitution de Lunébourg, les entités aussi sont des provinces. Les entités dans la constitution de Lunébourg sont également des provinces. Même si, et les juristes le savent, que dans la constitution de Lunébourg, il y a un article qui dit à la 3e législature, le pays deviendra république fédérale. À la 3e législature. Donc, voilà un premier élément. On n'est pas tout à fait dans une fédération. Et puis, dans le régime parlementaire, normalement, on s'attendrait à ce que le président soit élu, évidemment, au niveau du Parlement réuni en congrès. Mais ici, à la conférence nationale, je me rappelle l'insistance du professeur Liaou, jamais le président de la République doit être élu au suffrage universel. Donc, on n'est pas tout à fait ça. Donc, lorsque nous disons de type fédéral, en fait, on veut dire réellement un Congo réellement décentralisé. Parce que notre décentralisation jusqu'ici, vous le reconnaîtrez avec moi, pardonnez-moi du terme, c'est un peu un slogan. C'est depuis les années 88 qu'on parle de la décentralisation et des discussions. C'est un problème de façade. Mais on sait qu'en réalité, nous vivons un régime plutôt centralisé, très centralisé. Je voulais aussi dire que le pouvoir colonial avait déjà abouti à la même conclusion. Je voudrais revenir à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. En 1933, on a créé 6 provinces. Mais ces 6 provinces étaient dirigées pas par des gouverneurs, mais par des commissaires de province. C'est-à-dire, ils n'avaient pas beaucoup de pouvoir. Le gouverneur général avait un pouvoir plus fort sur eux. Mais après, en 1947, ils ont trouvé que non, ce pays, on ne peut pas. Ça ne peut pas aller comme ça. Il faut donner plus de pouvoir aux responsables des provinces. Et on est passé du terme commissaire de province à gouverneur de province. Le dernier qui a quitté le pays, c'était le gouverneur Cornelis. Donc, c'était le gouverneur. Et lorsqu'ils font la loi fondamentale, nous avons l'habitude, bien sûr, de dire ils nous ont donné une constitution fédérale, en fait, pour nous piéger. Bon, c'est une explication militante. Bon, mais en réalité, c'était toute une réflexion coloniale qui estimait qu'il fallait aller vers un régime très largement décentralisé.
si vous lisez des écrits des intellectuels coloniaux comme le professeur Doucy, Jeff Van Bussen, vous verrez, c'était ça le souci, aller vers ça. Puisqu'il y avait l'indépendance, et probablement là c'était le défaut, c'est qu'on mettait en place un système que personne n'était capable de maîtriser. Même pas les fonctionnaires coloniaux, parce qu'ils estimaient qu'eux-mêmes n'avaient jamais géré le pays tel qu'on le cédait à l'indépendance aux autres pays. Mais voilà le souci, c'est depuis longtemps qu'il y a cet effort d'aller vers une plus grande décentralisation. Je voudrais aussi vous dire, je l'ai dit tout à l'heure, par 2 fois, les Congolais, lorsqu'ils ont eu à décider eux-mêmes de leur constitution, ils ont chaque fois adopté leur régime de type fédéral. Ils l'ont fait le 1er août 1964 à Luabo, mais malheureusement, le 24 novembre 1965, Mobutu ayant pris, n'est-ce pas, des pouvoirs spéciaux, cette constitution ne pouvait plus fonctionner. On l'a fait une 2e fois, le 6 octobre 1966, au moment où ça allait entrer en fonction, il y a eu l'AFDEL qui a empêché que cela ne soit. Donc nous sommes là dans une certaine continuité historique. Je vais peut-être aller un peu plus vite, faire du temps. Alors, il faut réaménager, procéder à la réaménagement du territoire. J'estime pour ma part qu'un des grands défauts de notre système, c'est que nous avons ignoré les 6 provinces que j'ai évoquées là. Nous n'en avons plus jamais tenu compte dans notre organisation. Sauf de manière informelle, lorsqu'il est question du développement, nous disons, nous les grands Kivu, on se réunit. Nous les grands Katanga. Mais qu'est-ce que c'est le grand Katanga? C'est l'ancienne province du Katanga. Qu'est-ce que c'est que le grand Kasaï? C'est l'ancienne province du Kasaï. Donc, dans notre organisation, ces structures-là ont disparu. Or, c'était des structures de base sur lesquelles on aurait dû, on devrait organiser le pays, si on tient compte de l'expérience historique des choses. C'est pour ça que j'ai dit que cet élément, c'est à mettre en place. Deuxième élément du réaménagement, j'espère ne pas trop vous choquer, c'est qu'il faut absolument penser à une capitale politique qui soit davantage au centre du pays. Et je voudrais vous montrer que ce souci était permanent. On a commencé comme capitale à Vivi. Vivi, c'est en face de Matadi. Mais ce n'était qu'un petit village. Lorsque l'État indépendant a été créé, on a été un peu rentré un peu vers l'ouest, capitale à Boma, parce que c'était la seule ville qui permettait qu'il y ait la capitale. On a décidé d'aller davantage vers l'intérieur du pays et on a décidé en 1923 que Léopoldville devenait la capitale. On a construit la capitale Léopoldville de 1923 à 1929. Ce n'est qu'en 1929 que le déménagement a eu lieu de manière effective. Vous me suivez? Bon, c'est seulement en 1929. Donc il faut faire une programmation. Et j'oserais dire, pour la transparence d'ailleurs, que la Belgique avait l'intention, après Léopoldville, d'aller plus loin vers l'intérieur du pays. Et la ville ciblée était Luluabourg, Kananga. C'est comme ça d'ailleurs que lorsque
On peut se demander pourquoi la commission constitutionnelle s'est réunie à Louisbourg. C'est parce que depuis la table ronde, les Belges avaient demandé, et c'est dans les conclusions de la table ronde, que non, il faut vraiment cette fois-ci essayer d'aller plus loin. Il faudra faire la nouvelle constitution à votre future capitale, Canada. Donc, vous voyez, donc le souci d'aller un peu plus à l'intérieur du pays. Mais depuis lors, la situation du pays a complètement changé. La ville qui convient le mieux comme capitale politique du pays, c'est Kisangani. Pour des raisons très simples. D'abord, bien sûr, facilité d'accès. On peut y aller par bateau, par tout ce que vous voulez. Mais c'est surtout pour l'importance géopolitique. C'est vraiment le milieu du pays, comme je vous ai démontré, la découpe verticale, où d'un côté vous avez la partie swahiliphone et lingalophone. C'est également important au niveau géostratégique. Le grand problème, notre grand problème, pas seulement maintenant, mais je pense dans les décennies qui viennent, ça va être l'Ituri, le nord Kivu, le sud Kivu, le nord Katanga. De Kisangani, il y a une proximité avec cette grande région problématique. C'est plus facile à partir de Kisangani de contrôler cette partie du pays plutôt qu'à partir de Léopoldville. Et c'est aussi le centre de toutes les richesses environnementales. Le problème de l'eau, le problème des forêts, le fait du Congo pays solution, c'est là. C'est là-bas. Donc quand je dis capitale, c'est une décision politique qui doit être prise, mais ça ne veut pas dire que le déménagement se déroule aujourd'hui. Il faut faire des programmations en sachant que nous avons une ville à construire, une capitale à construire. Kinshasa devant demeurer la capitale économique, comme ça se passe ailleurs, et une capitale politique. Les Nigérians ont réussi, les Ghanéens ont réussi à faire tout ça. Les Nigérians, il y a Lagos, le long du fleuve, Abuja. Les Brésiliens l'ont fait. Au lieu de rester à Rio de Janeiro ou Sao Paulo, ils ont créé Brasilia au milieu du pays. Donc c'est des programmations que je préfère. Donc, j'ai dit là, le Congo utile, parce que ça c'est le terme utilisé par, excusez-moi, j'ai mis les prédateurs, mais en fait toutes les grandes multinationales qui estiment que le reste du Congo, ce n'est pas important. L'important pour eux, c'est l'Est du Congo. Voilà l'idée de cette... Alors, la nouvelle organisation administrative serait la suivante. 2 capitales. Kinshasa, capitale économique. Kisangani, capitale politique. Le territoire national subdivisé en 6 régions. On ne va pas utiliser le terme province. Subdivisé en 6 régions. La région de l'Équateur, du Katanga, du Kivu, région orientale. Alors ici, j'ai cherché un nom intégrateur pour parler de l'ancienne province de Léopoldville à laquelle on enlève la ville de Léopoldville. Et j'ai pensé, c'est à discuter, on peut changer, on peut appeler ça la région occidentale. Ça fait ainsi d'ailleurs le pendant de la région orientale. Ainsi donc, dans le texte que vous pourrez voir, il est écrit, la RDC est composée de 6 régions fondatrices de la République au 30 juin 60.
Kisangani, la capitale politique, a le statut d'une province disposant d'une autonomie de gestion, et Kinshasa, la capitale économique. Kinshasa, la capitale économique, a le statut d'une région. Donc, nous restons dans la logique actuelle, 7 régions, 6 régions plus Kinshasa. Voilà comment se présenterait la nouvelle carte administrative. Voilà, vous avez les 6 régions. Merci. Vous avez les 6 régions. Vous avez la région occidentale, le Kasaï, le Katanga, le Kivu, province orientale, la région orientale et région, n'est-ce pas, de l'Équateur. Vous avez les 2 capitales, économiques d'une part, et là-bas, la capitale politique. Voilà les 7 régions. Pour les chiffres de population, j'ai repris les anciens chiffres de Léon Saint-Moulin. Depuis lors, on n'a pas d'autres. L'Équateur, ça fait à peu près 7 millions d'habitants. J'ai pensé qu'on pouvait dire que le président a droit à un double quinquennat, terminé, il part. Et le double quinquennat, 10 ans. Mais j'ai enlevé une année pour une raison bien simple, c'est parce que j'ai voulu que entre les différentes élections, il n'y ait que 2 ans. Donc si on commençait en 2024, élections régionales, 2006, élections maintenant des sénateurs et des députés, 2 ans après, élection présidentielle et le cycle recommence. Donc, c'est à cause de ça. Donc voilà ce que j'ai voulu dire. Donc, faire l'économie des élections, mes chers amis, ça me paraît une donne sur laquelle il faut réfléchir. Comme j'ai dit d'abord, la politisation extrême, gouffre financier, c'est un gouffre financier énorme. Et de toute façon, comme j'ai dit, chaque nouveau régime commence par le discrédit du précédent. Donc, chaque fois, nous sommes dans un éternel recommencement. Les nouveaux qui sont au pouvoir ne savent plus ce qu'on avait dit, ce qu'on avait décidé et qu'est-ce qui se passe. Comme probablement je vous parle là de la conférence nationale souveraine, bon nombre parmi vous ne se rappellent même pas. C'est pas une donnée. Donc voilà la logique de ça. Bon. Maintenant là, est-ce qu'il y a des garde-fous? Bien sûr, il faut penser à des garde-fous. Des garde-fous, c'est d'abord, il n'est pas seul, il y a un vice-président. L'autre garde-fou, c'est qu'il y a des régions. Et les régions sont autonomes. Ils ont leur budget, leur 50%. Ils ont leur périodicité sur le plan électoral. Ce ne sont pas des gens comme ça, il faut dire venez, allez, et tout ça qui obéissent. Non. Ils ont leur... Il y a la conférence des régions où on harmonise les choses. On peut aussi imaginer que durant le mandat, au milieu du mandat, après 4 ans ou après 5 ans, qu'on fasse une évaluation pour voir est-ce qu'on sanctionne le président ou est-ce qu'il peut continuer. Tout ça peut être imaginé. Donc, ceci-là, ce n'est pas parole d'évangile. Je vous fais part des idées qui me sont venues en tête et que je crois être intéressantes et bonnes comme base de réflexion. Donc, voilà donc comment ce que j'ai dit tout à l'heure. Élection législative, c'est X. Élection législative nationale, c'est X plus 2. Élection présidentielle, X plus 2 plus 2.
Alors, la nationalité congolaise, une question extrêmement sensible. Je n'entends pas l'épuiser, l'évoquer. Mais j'ai retrouvé dans les études du professeur Nguyambila une formulation qui me paraît une formulation probablement détribalisée, où on n'est pas dit faire partie d'une tribu qui fait que, etc. Donc, tout individu ayant une fiscalité en vertu du décret du 27 décembre 1892. C'est le décret royal de Léopold II créant la nationalité congolaise. Et là aussi, c'est une spécificité. Nous sommes un des rares pays africains dont la nationalité a été définie au XIXe siècle. Alors, donc voilà cette formulation. Mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est que la diaspora congolaise, c'est une grande partie de notre population. Une grande partie. Imaginez-vous que la diaspora congolaise en France est plus nombreuse qu'en Belgique. Et ceux qui sont au Canada sont encore plus nombreux que ceux qui sont en France. Et parmi eux, il n'y a pas que des diassa, comme on disait à l'époque. Il y a des gens de grandes valeurs, des nationalistes, des gens qui rêvent de faire des choses au Congo, dont les enfants, même s'ils n'ont jamais été ici, se font une haute idée de leur pays. Et ils disent quand ils seront grands, je vais dans mon pays, je vais travailler là-bas, etc. Il faut tenir compte de cet élément. C'est comme ça que, il y a quelques années, je crois qu'en 2005, ils avaient obtenu ce qu'on appelle le principe de l'irrévocabilité de la nationalité d'origine. Donc la nationalité est une exclusive, d'accord, mais il y a l'irrévocabilité. Moi, je suis d'origine, dirait-il. Mes parents sont là-bas à Mbujimaï, mon père et ma mère est là, je danse le kamulanga comme tout le monde. Kamulanga, je mange le bidia et matamba comme tout le monde, et vous dites que je ne suis pas, que je n'ai plus aucun lien avec la région. Ce n'est pas possible. Donc ils ont obtenu le principe de l'irrévocabilité. C'est pour ça que je me suis dit, non pas au niveau de la Constitution, mais au niveau de la loi électorale, peut-être faudrait-il inscrire cet élément. Parce que la grande objection que nous avons, nous, au Congo, de permettre une autre nationalité, une double nationalité, c'est simple. C'est à cause de la situation que nous avons avec l'Est. Parce que nous disons, dès qu'on fait ça, nous savons qu'il y a un certain pays où tous les citoyens vont déferler sur notre pays. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Alors, j'ai dit qu'on pourra arriver au niveau de la loi, mais c'est comme ça, hein, j'ai dit, le principe de l'irrévocabilité de la nationalité d'origine reconnue pourra faire l'objet d'une formulation de la manière suivante. L'acquisition d'une autre nationalité n'est autorisée qu'aux seuls Congolais d'origine, résidant à l'étranger, mais en dehors des 9 pays limitrophes. Parce qu'on ne peut pas exclure un seul pays. Et en ajoutant toutefois, ceux-ci ne peuvent se prévaloir de leur nationalité étrangère lorsqu'ils y résident au Congo. C'est une proposition. Le pouvoir judiciaire, il faut que le pouvoir judiciaire soit autonome sur le plan financier, exactement comme le Parlement. La justice est rendue au nom du peuple, les arrêtés au nom du président de la République, c'est connu.
Le mandat de la Cour constitutionnelle, dans cette logique, devrait changer. Si le président de la République a 9 ans, pour la stabilité, il faut aller plus loin, ou 10 ans, ou 12 ans, comme on dit. Dans le texte, vous verrez qu'il y a institutionnalisation du principe d'un médiateur national de la République. C'est quelque chose qui existe dans tous les pays limitrophes ici. Hein. Le médiateur. C'est-à-dire qu'avant d'aller au tribunal, il peut y avoir des problèmes entre institutions. Le gouverneur et le président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée provinciale. Ils ne s'entendent pas. Ce n'est pas la peine qu'on mette ça dans les réseaux sociaux. Ils peuvent aller voir le médiateur. Le médiateur essaie de régulariser, de donner des conseils et des personnes. C'est le principe du médiateur qui existe ailleurs. Donc un facilitateur. Les forces de l'ordre et les forces combattantes, ça j'y tiens beaucoup. On ne peut pas parler d'un État fort s'il n'y a pas de forces de l'ordre et de forces combattantes. En fait, tout le problème est lié à ça. Dans la mesure où chez nous, la peur du gendarme n'est pas le commencement de la sagesse, tout est perdu. Ailleurs, vous le savez bien, si vous brûlez un feu rouge, vous tremblez. Pourquoi? Parce que vous aurez une sanction. La facture va arriver. Mais chez nous, vous pouvez même rouler en sens opposé. Brûler le feu rouge. Attraper le policier et lui donner quelques coups. À partir de ce moment-là, vous comprenez, ce n'est pas possible. Il faut une police nationale requinquée. Il faut un corps de sapeurs-pompiers, jamais organisé chez nous. Quand il y a des incendies, quand il y a des problèmes de la protection civile, un bateau s'est noyé, etc., ce sont les sapeurs-pompiers ailleurs qui s'occupent de ce genre de questions. Alors chez nous, non, on se précipite à prendre des photos dans les réseaux sociaux, diffusées dans les réseaux sociaux pour dire, vous voyez ce pays, ça ne marche pas, ah, le gouvernement ne fait rien, etc. Ce n'est pas normal. Il faut une gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale, c'est une force qui vient en renfort à la police. Et c'est même la police de la police, la gendarmerie nationale. Et naturellement, les forces combattantes doivent être renforcées. Les armées de terre, l'armée de l'air, la marine, tout ça doit être fait. Et j'ai conclu en disant ceci, comme vous le voyez bien. Et pour de bon, prenons le privé des langues dans la paix. Et comme nous l'avons dit, nous le disons, c'est par le labeur que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Je vous remercie. Ça, c'est clair. On voit la chose négativement. Mais quand on a un président qui sait qu'il n'a plus à lutter pour rester au pouvoir, il n'a plus à faire des efforts pour gagner, pour faire des nominations uniquement pour faire plaisir afin qu'il ait un deuxième mandat. Il y a des choses qui se disent aussi, bon, moi j'ai 9 ans, je peux maintenant faire un programme politique que je vais mener jusqu'au bout. J'ai besoin de m'immortaliser dans ce pays comme ayant fait quelque chose. J'utilise mes 9 ans pour ça. C'est tout. Une ouverture, ce n'est pas que
ça sera 9 ans absolument pour voler, continuer à voler, etc. Mais je reviens sur une question qui a été posée, mais je pense que vous n'avez pas répondu. J'ai ici le livre sous la direction du professeur Coffin, le décret zéro de la dynamique politique en République démocratique du Congo, qui rejoint un peu Patient Bagenda quand il dit le Congo est malade de ses ordres. En présentant une nouvelle constitution, est-ce que le problème, c'est au niveau du texte nouveau qu'on va présenter qui va améliorer les choses, ou au niveau du sens même du respect des textes, parce que la constitution qui existe, qui est chaque fois bafouée, violée, pensez-vous dans cet esprit, comme le disait le cardinal de médiocrité, donc qui est relevé ici, où on montre de bout en bout que dans tous les compartiments du Congo, tout est chaotique. Pensez-vous en présentant le nouveau texte, c'est alors que les choses vont aller. Est-ce que vous avez préconisé dans votre réflexion ce que je pouvais qualifier à quel moment cela pourrait éventuellement se réaliser, de deux, par quel processus on arriverait à mettre sur pied une nouvelle constitution, sous-entendu, si on passe par exemple par une assemblée législative, ça sera tout simplement un texte qui va être complètement décortiqué, trafiqué, si que ce qui va sortir sera tout simplement en faveur de quelques individus. Quelles sont les mesures que vous proposez si jamais on peut avoir un nouveau texte? Je m'appelle Justine, je suis consacrée dans le mouvement de Combali et membre du CSD. Je remercie d'abord l'organisation qui nous a permis de faire cette réflexion collective pour consolider notre identité congolaise. Et cette brillante conférence du professeur Daniel nous aide pour ce processus de consolider notre identité congolaise. Ma question, vous avez dit aujourd'hui que notre classe politique est composée par le personnes qui travaillent pour les intérêts égoïstes, travaillent pour les partis politiques, familles, régions, etc. Par rapport à ce type d'homme que nous avons aujourd'hui et toute la problématique du présent, il y a le problème des élections, il y a le problème de la sécurité, du social, etc. Comment il faudra procéder pour aboutir à cet état de règle que nous cherchons depuis 1960? Comment on peut finalement accoucher à cet enfant qui s'appelle RDC? Est-ce qu'il faudra trouver une formule afin de définir, afin de définir des nouveaux acteurs pour lancer ces nouveaux processus? Oui. Comment voyez-vous ça fait beaucoup de questions. Je fais 27 km pour assister à cette conférence. Comment vous appelez-vous, cher monsieur? Je réponds au nom de Clément Moussa Karefi, un citoyen congolais. Je suis en face d'un professeur, une référence pour la République et un historien. Monsieur le modérateur, je vous en prie, je sais que le professeur a eu le temps pour préparer cette conférence. Laissez-moi réfléchir pour poser mes questions. Vous avez fait aussi des observations et un peu d'histoire en 30 secondes. Je commence par l'histoire. Monsieur le professeur, nous étions, pas moi, les Congolais, à la conférence nationale souveraine. À l'époque, j'étais encore étudiant. Sûrement, vous connaissez l'essor d'un éminent professeur,
des professeurs qui a parlé de la conférence nationale égale conférence constitutionnelle. J'ai eu la chance en tant qu'étudiant de participer à cette conférence où finalement personne ne pouvait parler. C'était un débat entre le professeur Tédé et le professeur Diego Bébé. Aujourd'hui, monsieur le professeur, vous êtes historien. Vous avez ouvert un débat hautement politique. Hautement politique. Et moi, vous allez m'excuser avec tout le respect, monsieur le professeur, vous avez fait trembler un pouvoir d'enseignement, le pouvoir légal. Mais je ne vous reconnais pas. Moi, aujourd'hui, je ne vous reconnais pas, monsieur le professeur. Comment? Vous êtes historien. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une nécessité, il y a un intérêt? Pourquoi vous avez choisi cette période pour ouvrir ces débats? Et je ne vous retire pas les droits de réfléchir, mais je réfléchis politiquement. De ça, je l'ai reçu. Peut-être, comme vous l'avez dit, ou le modérateur que nous n'avons peut-être pas compris, aucune réponse de toutes les questions posées. Vous avez tout simplement accepté. Il vous reste une minute. S'il vous plaît, une seule. Une seule, s'il vous plaît. Oui. Allez-y. Je suis à l'observation et je veux revenir en France. Vous avez tout simplement remercié les différentes contributions. Et lorsque un de vos collègues pose une question sur les domaines de la vie nationale qui marche, vous avez considéré ça comme une intervention. Monsieur le professeur, nous avons l'impression, parce que vous l'avez dit, les débats que vous avez ouverts plutôt, ce n'est pas avant ces élections, c'est après. Vous portez un projet déjà fait par les autres qui sont politiques. Et j'ai craint, monsieur le professeur. Donc, nous vous posons une seule question. Merci de conclure, s'il vous plaît. Nous vous posons une seule question. Est-ce que la République démocratique du Congo a un problème de texte? Merci. Merci. Qu'est-ce qui est possible? Et à quel moment tout cela pourra se réaliser? Je pense, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'il nous faut absolument sortir de la conclusion suivant laquelle il nous est impossible dans notre société par nous-mêmes de faire quelque chose, de trouver des solutions. À moins d'estimer qu'il faille faire la peine du pied pour une recolonisation, et je me demande quelle est cette nation qui serait candidate à nous recoloniser. Nous sommes acculés à trouver des solutions à notre situation. C'est sur cette base-là, que j'ai organisé ma réflexion. Mais je reviendrai là-dessus un tout petit peu ce que vous avez dit pour répondre à la dernière question. Alors, Mme Guilhem me pose la question qui va un peu dans le même sens. Cette classe politique égoïste, comment on va faire? Comment réaliser cet état de rêve? Cet état de rêve, il nous faut identifier des solutions. Et moi, je pense, et je le dis, et c'est le sens de ma démarche, que le texte de base pose le problème.
Je suis d'ailleurs étonné qu'aujourd'hui, on me renvoie la balle, mais qu'est-ce qui ne va pas alors que notre constitution est faite? Mais pendant des semaines, des mois, tout le monde